Docteur Charon, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir pour vous demander de nous parler des dernières recommandations qui viennent de sortir sur les maladies du péricarde. Avant tout, je vais vous demander de vous présenter et en particulier de nous dire pourquoi vous intéressez à ce sujet. Donc, je m'appelle Philippe Charon, je suis cardiologue à Ambroise Paré maintenant. Et en fait, je m'intéresse au péricarde depuis quelques temps, et notamment dans le cadre d'un groupe de travail européen que j'ai coordonné sur les maladies du myocarde et du péricarde, ce qui m'a conduit à me rapprocher un peu de la prise en charge de ces maladies-là. Les maladies du péricarde sont souvent les oubliés de la cardiologie, et là, 2 congrès de suite, 2 congrès où le péricarde est à l'honneur. Je fais référence à ce qui a été publié l'année passée et communiqué l'année passée, notamment par Philippe Meurin, sur la colchicine. Alors, ces données ont sans doute été intégrées dans les recommandations et peut-être d'autres, complémentaires, plus récentes. Où en est-on de ce point de vue-là ? Donc effectivement, c'est une des innovations d'avoir pu intégrer les résultats de plusieurs études randomisées. Et dans le domaine, il n'y en a pas beaucoup dans les maladies du péricarde, donc c'est important de les souligner. Et la colchicine, vieille molécule, continue d'avoir des extensions d'indications, puisque maintenant, la colchicine est recommandée en première intention, en plus de l'aspirine, dans la prise en charge de la péricardite aiguë. Donc dès le premier épisode, et pas seulement dans la péricardite récidivante comme on le faisait jusqu'à présent. Donc ça, c'est le résultat de données d'essais thérapeutiques qui sont donc validées et reconnues dans cette nouvelle actualisation des recommandations de prise en charge. Péricardite, maladie connue de longue date, ancienne, on sait bien. Est-ce qu'on a tout dit sur le diagnostic notamment? Est-ce que les praticiens sont armés, équipés pour bien faire le diagnostic de la péricardite? Alors, le diagnostic pose en général pas trop de problèmes. Simplement, dans le cadre aussi de ces recommandations, on a précisé un peu la définition. Donc il y a un score tout simple qui est de retenir la péricardite aiguë si 2 parmi 4 critères sont présents, entre les douleurs thoraciques, le murmure péricardique, les anomalies de l'ECG et puis l'épanchement péricardique. Bon, tout ça c'est un petit détail mais qui permet de parler bien de la même chose. Après, l'autre innovation importante et vraiment intéressante, je crois, dans ces recommandations, c'est d'aider le clinicien par un algorithme de prise en charge du patient qui vient pour une péricardite aiguë. Et les 2 questions notamment qu'on a souvent, c'est quel patient on doit hospitaliser ou pas, et quels patients ont besoin d'avoir des investigations étiologiques plus poussées. Et donc là, on utilise aussi des données de ces dernières années pour identifier des facteurs de risque relativement simples, des cliniques, pour dire voilà, ce patient il a des facteurs de risque et donc on va l'hospitaliser et on va pousser plus loin les investigations. Donc ça, c'est un score tout simple qui est utilisé, qui fait partie des outils, des applications de téléphone mobile qui sont téléchargeables aussi, très simple. Je les ai téléchargés hier et c'est très facile et très agréable, ça marche très bien. Et donc, on invite les praticiens à aller regarder quand même en détail ce qu'il en est dans les recommandations et comment se retrouver tout ça. Et ensuite, une fois qu'on a identifié les facteurs de risque chez les patients, et donc on mentionne précisément le bilan d'investigation étiologique minimal de premier niveau à faire chez tous les patients, vraiment très simple, et puis après le bilan de 2e intention à faire chez ces patients qui ont des facteurs identifiés, de façon à ne pas passer à côté d'étiologies particulières qui nécessitent vraiment une prise en charge très spécifique, les causes bactériennes, y compris la tuberculose, les causes malignes, les néoplasiques au sens large du terme, et puis les maladies auto-immunes. Donc on propose aussi tout un tas de tableaux pour aider à identifier ces signes et puis les outils qui sont nécessaires pour confirmer ces étiologies. Un problème qui se pose quand même de façon fréquente pour le clinicien, c'est la péricardite récidivante. Oui. Et je dirais presque que c'est une angoisse, une frayeur du clinicien de dire il ne faudrait pas que ça recommence pourvu que j'ai bien traité le patient. Alors est-ce qu'on a des choses nouvelles de ce point de vue-là ?
Alors nouvelle, en tout cas, on a essayé de clarifier un peu les choses avec là aussi un algorithme avec 4 niveaux de prise en charge successifs. Le premier, c'est le traitement de base de la péricardite aiguë, donc incluant aspirine ou anti-inflammatoire non stéroïdien plus colchicine plus repos. Et ensuite, deuxième niveau, c'est de discuter les corticoïdes, mais vraiment une discussion qui doit s'assurer d'une part de l'absence de causes infectieuses sous-jacentes de façon claire et certaine, et qui doit être manié avec prudence. Et troisième niveau, ce sont les immunodépresseurs au sens large du terme, que ce soit les immunoglobulines, l'azatioprine par exemple, qui sont précisés avec les doses, les indications qui sont précisées. Et quatrièmement, si vraiment on n'arrive pas à contrôler les choses, il ne faut pas oublier une ressource avec des données récentes qui viennent confirmer l'intérêt de ça, c'est la péricardiectomie. Un peu lourd évidemment, mais qui permet de résoudre assez souvent les choses avec des publications récentes qui montrent une bonne efficacité. Donc on essaie de clarifier un peu le parcours de ces patients, sans oublier surtout d'approfondir le bilan étiologique chez ces patients et d'être certain de ne pas passer à côté de quelque chose de très précis. Alors, quand vous parlez du bilan étiologique, il n'y a pas une péricardite, il y a des tas de maladies différentes en fonction de l'étiologie. Je suppose, et on ne va peut-être pas s'étendre dessus, qu'il y a eu des tas de paragraphes rédigés dans le sens de la prise en charge des causes spécifiques. Une cause qui me vient comme ça, c'est avec toutes les pathologies des voyages, les pathologies exotiques, les migrants, est-ce qu'on a des pathologies qui apparaissent, en dehors de la tuberculose sans doute, qui apparaissent, dont il faut se méfier ou quand on traite ces patients ? Pas fondamentalement, je dirais, c'est la tuberculose qui domine là, dans ce cas-là. Quand on voit effectivement la tuberculose, là, dans les pays en voie de développement, c'est vraiment le premier souci, la première cause. Tant et si bien que dans les recommandations, le traitement antituberculeux, on le préconise de façon différente dans les pays développés où on exige une confirmation évidemment du diagnostic. Alors que dans les pays en voie de développement qui sont des zones endémiques pour la tuberculose, on autorise le traitement empirique d'emblée antituberculeux dans ces cas-là. Et ça, on a eu un expert sud-africain qui publie beaucoup dans le domaine pour nous aider à rédiger les recommandations en la matière. Donc il y en a pour tout le monde. Et pour finir, peut-être, les recommandations maintenant s'agrémentent toujours des choses qui restent dans l'obscurité. Il y en a sans doute beaucoup dans la péricardite. Si vous aviez un point qui vous tient à cœur et sur lequel vous aimeriez bien qu'on progresse, vous diriez quoi ? Beaucoup de domaines, beaucoup de points qu'on pourrait essayer d'améliorer. Je dirais le sujet qui est le plus frustrant, la situation qui est la plus difficile quand même à gérer, c'est la péricardite aiguë récidivante chez les sujets jeunes, pour lequel le bilan étiologique bien conduit n'a rien montré de particulier, et d'essayer de trouver un traitement médicamenteux qui pourrait nous aider à contrôler mieux la situation. Bon, on se revoit dans quelques années ? Voilà. Ok, merci beaucoup.